Bienvenue dans le cours d'histoire sur l'ORTM, la passion du service public. Voilà, donc dans notre deuxième leçon, nous allons aujourd'hui voir toujours la division du monde en deux blocs. Voilà, la séance numéro 2 portera bien sûr sur l'affrontement des blocs. Donc la dernière fois, dans la leçon précédente, on avait évoqué bien sûr les causes de la division et comment, bien sûr, les blocs ont été formés. Donc ici, nous allons voir l'affrontement de ces deux blocs, voilà, que nous appelons autrement la guerre froide. Donc vous avez ici le plan de notre cours. Donc il y a d'abord une première partie consacrée à la définition, bien sûr, de la guerre froide. Une deuxième partie consacrée, bien sûr, aux manifestations de la guerre froide. Donc dans les manifestations, nous allons voir la guerre civile grecque, le blocus de Berlin, la guerre de Corée, mais aussi la course aux armements. Voilà, donc pour parler de la guerre froide, donc comme définition, il faut retenir tout simplement que la guerre froide est une période de tension. Une période de tension et de confrontation idéologique et politique entre les deux superpuissances que sont les États-Unis et l'URSS. Voilà, donc une période de tension, de confrontation idéologique. Voilà, donc il s'agit en quelque sorte d'une guerre, d'un affrontement indirect entre Américains et Soviétiques. Parce qu'ils vont s'opposer, mais ils ne sont pas allés jusqu'à une guerre ouverte. Voilà, une guerre ouverte entre Américains et Soviétiques. Donc ces deux superpuissances que sont les États-Unis et l'URSS vont bien sûr s'opposer par pays interposés. Voilà, donc c'est ça un peu la guerre froide, une guerre idéologique entre Américains et Soviétiques. Donc après la définition de la guerre froide, on va maintenant parler un peu de ces manifestations. Voilà, donc la guerre froide, qui a commencé bien sûr en 1948, va bien sûr être caractérisée par de graves crises. Des graves crises qui ont éclaté et en Europe, mais aussi en Asie. Donc, et c'est là jusqu'en 1953. Donc, il y a eu de graves crises qui ont opposé Américains et Soviétiques. Sans aller à un affrontement direct, une guerre ouverte entre Américains et Soviétiques. Donc, c'est ça un peu le concept de la guerre froide. Donc, quelles sont maintenant dans ces crises qui ont bien sûr caractérisé cette période allant de 1948 à 1953. Donc, vous avez d'abord ce qu'on appelle la guerre civile grecque. La guerre civile grecque, de quoi s'agit-il? Donc, il faut retenir que, bien sûr, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc la Grèce était bien sûr sous influence des Occidentaux et plus précisément bien sûr des Anglais. Donc il y avait un roi du nom de George II, voilà, donc qui était soutenu bien sûr par les Anglais. Donc nous allons voir qu'à partir de 1946, une rébellion va éclater. Une rébellion va éclater, bien sûr, en Grèce. Une rébellion qui est communiste. Voilà, une rébellion communiste dirigée par un homme du nom de Marcos. Donc, cette rébellion dirigée par Marcos va refuser l'autorité du roi George II. Voilà, qui est soutenu par les Anglais. Donc, non seulement ils vont refuser l'autorité du roi George II, ils vont aussi mettre en place un gouvernement. Un gouvernement, voilà, donc ils s'étaient s'insurgés dans le nord, bien sûr, de la Grèce. Ils ont formé leur gouvernement et ils ont refusé l'autorité du roi George II. Donc maintenant, nous allons voir, bien sûr, que les Anglais qui soutenaient, bien sûr, George II, vont se retirer à partir de 1948. Donc, ils vont se retirer parce que les Anglais étaient vraiment très épuisés. L'Angleterre est un pays qui a été beaucoup épuisé par la Deuxième Guerre mondiale.
Donc, raison pour laquelle l'Angleterre va se retirer de ce conflit. Donc, mais George II ne va pas rester seul. Nous allons voir que les Américains vont prendre la relève. Les Américains vont prendre la relève pour soutenir, bien sûr, George II. Donc, les Américains sont venus. Nous allons voir que les Américains, par exemple, vont apporter une aide économique, une aide financière, 250 millions de dollars. Les États-Unis vont apporter cette aide, bien sûr, à George II. Pas seulement une aide financière, ils vont également, bien sûr, apporter une aide militaire. 300 officiers américains vont arriver, bien sûr, en Grèce pour, bien sûr, entraîner, bien sûr, des soldats grecs qui, n'est-ce pas, donc, sont loyalistes. Donc, nous voyons ici que les Américains sont en train, bien sûr, de soutenir George II. Donc, et la rébellion, n'est-ce pas, donc, qui a éclaté en 1946, dirigée par Marcos, était dirigée par qui? Cette rébellion était, bien sûr, soutenue par les soviétiques. L'Union soviétique, plus la Yougoslavie. Donc, ces deux pays socialistes soutenaient, bien sûr, la rébellion. Donc, vous voyez bien, il y a une opposition ici idéologique. Les Américains sont en train de soutenir George II, qui est pro-capitaliste, et les Soviétiques, n'est-ce pas, donc sont en train de soutenir ici, bien sûr, la rébellion qui est communiste. Donc, il y a une opposition idéologique. Une opposition idéologique entre Américains et Soviétiques. Donc, les combats se font sur le terrain sans, n'est-ce pas, en tout cas, les Américains et les Soviétiques. Donc, ils sont opposés, Américains et Soviétiques, par rapport à travers ici un pays qui n'est autre que la Grèce. Donc, la guerre va continuer jusqu'en 1949. Donc, et cette guerre civile va avoir la victoire, bien sûr, de George II. Comment George II va avoir la victoire? Donc, nous allons voir que cette rébellion communiste qui était soutenue par, bien sûr, l'URSS et la Yougoslavie. Donc, cette aide ne va pas continuer. La rébellion communiste sera privée de cette aide. Pourquoi? Cela dû au fait qu'il y avait, bien sûr, une mésentente entre le maréchal Tito, président de la Yougoslavie, et le président Joseph Staline. C'était un problème de leadership. Un problème de leadership entre ces deux. Voilà, donc comme vous le savez très bien, beaucoup de pays de l'Europe orientale ont été libérés par l'armée rouge, c'est-à-dire l'armée soviétique. Donc, mais Tito, en tout cas, a toujours montré bien sûr à Staline que la Yougoslavie ne fait pas partie de ces pays, que c'est grâce bien sûr à la détermination des Yougoslaves que ce pays a été libéré. Et que la Yougoslavie donc ne doit pas se soumettre bien sûr à la volonté de Joseph Staline. Donc il y a eu cette mésentente, ce problème de leadership entre ces deux hommes. Donc maintenant, voilà, quand vous allez prendre l'aide soviétique, l'aide militaire que les soviétiques apportaient à la rébellion, cette aide-là passait par le territoire yougoslave. Donc, avec cette mésentente entre Tito et Staline, Tito a fermé, bien sûr, sa frontière. Donc, les frontières sont fermées. Donc, l'URSS ne peut plus passer par la Yougoslavie pour ravitailler la rébellion en armes. Donc, ce qui va, n'est-ce pas, donc, favoriser George II. Donc, les communistes sont privés d'armes. Qui venaient de la Yougoslavie en passant, bien sûr, par l'URSS. Voilà donc un peu, bien sûr, cette guerre civile qui a terminé par la victoire de George II. Donc, après cette victoire, nous allons voir donc que la Grèce sera maintenue dans le camp capitaliste. Voilà. Donc, après, bien sûr, la Grèce, on va revenir encore. Voilà donc dans les causes, bien sûr, de la division. Vous avez parlé de l'Allemagne et on revient ici encore, bien sûr, en Donc cette fois-ci, c'est pour parler donc d'une crise
Une crise vraiment qui a été très très déterminante dans l'histoire même de la guerre froide. Et il s'agit de quoi? Le blocus de Berlin. Voilà donc de 1948 à 1949. Donc j'avais évoqué dans la séance précédente que l'Allemagne avait été divisée en 4 zones d'occupation. Voilà, donc une zone pour les soviétiques, 3 zones pour américains, n'est-ce pas, français et anglais. Donc il faut reconnaître que Berlin aussi avait été bien sûr divisé en secteur d'occupation. Voilà, donc, et quand vous prenez le secteur d'occupation, bien sûr, la capitale même se trouve dans la zone d'occupation soviétique, qui se trouve vers l'est. Donc, Berlin se trouve en pleine zone d'occupation soviétique. Donc, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons voir qu'à partir de 1948, précisément le 3 juin, à Londres, donc les Occidentaux, il s'agit bien sûr des États-Unis, de la France et de l'Angleterre. Donc ces pays-là vont se réunir à Londres, en Angleterre, voilà, et prendre certaines décisions par rapport à la gestion de Berlin, de leur secteur d'occupation. Alors qu'est-ce qu'ils ont eu à décider? Ils ont décidé de fusionner leur zone d'occupation, de faire de leur zone une seule zone. Voilà, ils ont décidé également de créer une monnaie unique, une monnaie propre à leur zone, une monnaie qu'on appelle Deutsche Mark, une monnaie unique, propre bien sûr aux zones d'occupation occidentale. C'est ce qui a été de mauvais goût du côté de Staline. Donc, parce qu'ils ont eu à faire la guerre ensemble, donc ils se sont partagés le territoire allemand, donc il n'y avait pas eu vraiment question de fusionner ces zones-là. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons voir que Staline va riposter. Staline va riposter à partir du 24 juin 1948. En quoi faisant? Voilà, en bloquant toutes les voies routières, toutes les voies ferroviaires, toutes les liaisons avec Berlin-Ouest. Voilà, donc il faut savoir que c'est en Berlin-Ouest qu'on avait les Occidentaux. Donc il fallait empêcher, bien sûr, les Occidentaux d'avoir accès à leur secteur d'occupation qui se trouve bien sûr à Berlin-Ouest. Donc ça a été la riposte bien sûr de Joseph Staline. Donc le 24 juin 1948, le blocus de Berlin donc est mis en place par Joseph Staline, le président soviétique. Donc en coupant toutes les voies d'accès et ferroviaires avec Berlin-Ouest. Donc maintenant, est-ce que les Américains vont rester comme ça? Les Américains devraient bien sûr rassurer leurs alliés européens. Voilà pourquoi le président américain à l'époque, Harry S. Truman, voilà, ne va pas rester indifférent. Le président Harry S. Truman va alors décider avec ses alliés français et anglais d'organiser, n'est-ce pas? Donc, bien sûr, un pont aérien. Un gigantesque pont aérien sera mis en place par les Occidentaux. Voilà, donc quand on parle de pont aérien, il s'agit ici tout simplement du ravitaillement de Berlin-Ouest par voie aérienne. Puisque les Occidentaux ne pouvaient plus accéder à leur zone d'occupation par voie terrestre ou bien par les chemins de fer. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc, il ne fallait pas laisser les habitants de Berlin-Ouest dans ces conditions difficiles. Parce que, voilà, si il laissait, bien sûr, ces habitants de Berlin-Ouest dans ces conditions difficiles, pas d'eau, pas d'électricité, voilà, donc ces habitants allaient être basculés dans le camp socialiste. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, donc, Américains, Français et Anglais vont organiser, bien sûr, un véritable pont aérien, voilà, pour ravitailler Berlin-Ouest. Donc, et les Américains vont bien sûr montrer aux Soviétiques qu'ils n'hésiteront vraiment pas, bien sûr, à faire l'usage, à utiliser, n'est-ce pas, la force pour pouvoir maintenir leur couloir aérien. Donc ici, vous comprenez bien sûr avec moi
qu'il y a eu une opposition encore entre Américains et Soviétiques. Donc, mais c'est par rapport à un autre pays qui est l'Allemagne. Donc, et chacun ici défend son intérêt, défend son idéologie. Donc, il y a une opposition entre Américains et Soviétiques ici encore à Berlin. Donc, c'est ça la guerre froide. C'est ça le contexte, n'est-ce pas, bien sûr, de la guerre froide. Mais il n'y a jamais eu un affrontement direct entre Américains et Soviétiques. Ils se sont opposés par pays interposés. Voilà, donc après, bien sûr, le blocus de Berlin, nous allons bien sûr arriver bien sûr à un autre conflit. Voilà, donc à savoir la guerre de Corée. Mais avant cela, il faut quand même retenir que le 12 mai 1949, Staline a levé le blocus. Staline a levé le blocus le 12 mai 1949. Donc parce que Staline avait échoué. Il avait échoué. Voilà, donc son objectif c'était quoi? C'était de faire partir les Américains, les Occidentaux de Berlin. Donc, malgré, n'est-ce pas, donc, cette volonté, bien sûr, de Staline de faire partir les Occidentaux, Harry Instrument, avec, bien sûr, dans ce pont aérien, est parvenu à ravitailler les habitants de Berlin-Ouest. Donc, nous pouvons dire que Staline a échoué. Son projet a échoué. Donc, il a pris conscience, bien sûr, de cet échec et a décidé tout simplement de lever le blocus. Voilà, donc, après le lever du blocus, nous allons voir maintenant que les Occidentaux vont transformer leur zone d'occupation en une république que nous appelons la République fédérale allemande. Voilà donc qui va être sous influence capitaliste. Sous influence capitaliste créée le 23 mai 1949. Donc, et bien sûr, cette République fédérale sera bien sûr dirigée par un chancelier du nom de Konrad Adenauer. Adenauer, lui, va être le chancelier, bien sûr, de la République fédérale allemande, qui est capitaliste. Donc, en réplique, les soviétiques, n'est-ce pas, vont aussi transformer leur zone d'occupation en une république. La République démocratique allemande, qui est socialiste, et sera dirigée par un autre Allemand, voilà donc du nom de Wilhelm Pieck. Voilà, donc c'est comme ça, bien sûr, que le blocus de Berlin, cette première crise, n'est-ce pas, en Allemagne, va prendre fin. Donc après le blocus de Berlin, il y aura encore un autre affrontement indirect entre Américains et Soviétiques. Donc il s'agit de quoi? Il s'agit bien sûr de la guerre de Corée. Donc une guerre qui s'est déroulée entre 1950 et 1953. Donc parlant de cette guerre de Corée, il faut retenir quand même que le Japon, voilà, est un pays qui avait bien sûr étendu sa domination sur des pays asiatiques. Donc depuis 1910, la Corée était bien sûr sous domination. C'était une possession japonaise. Donc, comme vous le savez très bien, le Japon a été vaincu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Par qui? Voilà, bien sûr, par les puissances alliées. Donc, je vous parlais tantôt, bien sûr, de 2 bombes qui ont été larguées sur le Japon. Voilà, c'est ce qui a entraîné la reddition, c'est-à-dire la capitulation japonaise. Donc, la Corée a été vaincue. Maintenant, cette Corée a été, bien sûr, libérée de la domination japonaise en 1945, lors de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, en 1945, la Corée du Nord, la partie nord de la Corée, c'était d'abord un pays, un seul pays. Donc, la partie nord sera libérée par les soviétiques. Et la partie sud sera libérée par les Américains. Donc, il y a eu une libération simultanée. Voilà, donc, de façon simultanée, Américains et Soviétiques ont eu à libérer, bien sûr, la Corée de cette domination japonaise. Donc, l'objectif, n'est-ce pas, donc, des Américains, c'était quoi? C'était de mettre en place, bien sûr, un gouvernement
démocratique. Donc nous allons voir que à partir de 1948, donc les Nord-Coréens, la partie qui a été libérée, bien sûr, par les Soviétiques, donc la Corée du Nord va demander une unification, faire en sorte que les deux pays, donc la Corée du Nord et la Corée du Sud, n'est-ce pas, donc soient fusionnés, qu'il y ait un seul État. Donc nous allons voir que, bien sûr, cette proposition va être refusée par la Corée du Nord. Donc quand vous prenez le Nord communiste, était dirigé par Kim Il-sung, donc avec comme capitale Pyongyang, et le Sud capitaliste dirigé par Syngman Rhee, avec comme capitale Séoul. Donc le 25 juin 1950, puisque les Sud-Coréens avaient refusé l'idée d'unification. Donc, et nous avons vu que lors, n'est-ce pas, donc, de cette campagne d'unification, les Américains n'ont pas voulu vraiment superviser des élections qui devraient avoir lieu, bien sûr, en Corée, pour l'unification du pays. Parce qu'une unification de cette Corée n'était pas dans l'intérêt des Américains, n'était pas dans leur intérêt. Donc vous allez voir, certains disent que, bien sûr, l'URSS a soutenu la Corée du Nord pour qu'il y ait une unification. Donc c'est quelque chose qui est à discuter. Voilà, donc maintenant, bien sûr, puisque les Sud-Coréens ont refusé l'unification, donc nous allons voir que la Corée du Nord va bien sûr envahir la Corée du Sud. Donc la Corée du Sud est envahie par les Nord-Coréens. Et cela à partir du 25 juin 1950. Donc c'était une agression. Et vous savez très bien, en 1950, une organisation internationale venait d'être créée en 1945. Je vais parler bien sûr de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Donc, et cette organisation, l'ONU, l'objectif principal de cette organisation, c'était quoi? Maintenir la paix et la sécurité internationale. Voilà, donc cette organisation devrait prendre des mesures afin de mettre fin à toute agression. Donc voilà, un pays venait d'être agressé. Donc les États-Unis vont demander, bien sûr, à l'ONU à ce qu'il y ait, bien sûr, une intervention contre les Nord-Coréens qui avaient agressé la Corée du Sud. Voilà donc le Conseil de sécurité de l'ONU va se tenir. Le Conseil de sécurité va se tenir. Donc nous allons voir que l'URSS va s'opposer pour la première fois. L'URSS, n'est-ce pas, donc va bien sûr s'opposer à une décision de l'ONU. On dit que l'URSS a usé de son droit de veto. L'URSS refuse à ce qu'il y ait une intervention militaire contre la Corée du Nord. Donc, maintenant, la Chine aussi va se mettre du côté de l'URSS. On dit qu'il y a une paralysie au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, voilà pourquoi. Donc, avec cette paralysie, il a été question maintenant de faire quoi? Donc, de voter une loi, la loi Hutchison. Donc, cette loi va autoriser l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies à prendre une décision. Voilà donc raison pour laquelle vous allez voir que l'Assemblée générale de l'ONU va décider à ce qu'il y ait l'envoi des casques bleus. Les soldats de l'ONU. C'était la première fois que les casques bleus de l'ONU soient envoyés dans une zone de tension. Donc, mais il faut reconnaître quand même que ces casques bleus étaient essentiellement composés des soldats américains. Parce que les pays européens avaient été vraiment beaucoup touchés, épuisés par cette guerre. Donc, les troupes onusiennes vont être envoyées. Voilà donc composé, comme je le disais tantôt, essentiellement des Américains. Donc avec l'arrivée de ces soldats américains, les troupes nord-coréennes seront repoussées.
jusqu'à la frontière, n'est-ce pas, chinoise dans une ville du nom de Yabu. Donc, une fois, n'est-ce pas, donc au niveau de la frontière chinoise, donc cela va inquiéter la Chine. Voilà pourquoi nous allons voir que la Chine va décider d'intervenir dans cette guerre en envoyant, voilà donc 1 million, n'est-ce pas, donc de volontaires. Donc 1 million de volontaires chinois vont intervenir dans cette guerre. Voilà, donc les Chinois vont soutenir bien entendu les Nord-Coréens, avec l'arrivée bien sûr des volontaires chinois. Vous allez voir que les troupes onusiennes vont être repoussées. Les troupes onusiennes vont être obligées de reculer. Donc les Nord-Coréens vont encore bien sûr faire la conquête d'une grande partie, n'est-ce pas, donc de la Corée du Sud. Donc, on ne peut pas dire que, bien sûr, les troupes onusiennes ont la victoire et les Nord-Coréens n'ont pas ont la victoire. Donc, la guerre va se terminer comment? Voilà, sans une victoire quelconque, nous pouvons dire. La guerre va précipitamment prendre fin avec, bien sûr, la disparition du président soviétique du nom de Joseph Staline. Le 5 mars 1953, Joseph Staline trouve la mort. Donc, alors que c'est cet homme-là qui constituait en quelque sorte un véritable acteur, un véritable opposant, bien sûr, à l'idéologie capitaliste. Voilà, avec la mort de Staline, les dirigeants qui vont arriver, comme Nikita Khrouchtchev, Bulganin, n'est-ce pas? Donc, ces deux hommes vont décider, n'est-ce pas, donc d'engager des négociations. Voilà, ces négociations vont aboutir à la signature, bien sûr, de l'armistice, un cessez-le-feu. Voilà, donc l'armistice sera signé le 27 juillet 1953. 27 juillet 1953, bien sûr, l'armistice est signé. Donc, c'est l'armistice là qui a en quelque sorte mis fin, bien sûr, à la guerre de Corée. Donc, et nous allons voir que la frontière sera, bien sûr, rétablie. La frontière sera rétablie, bien sûr, au 38e parallèle, comme c'était, bien sûr, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'était là un peu, bien sûr, la guerre de Corée qui constitue également, bien sûr, l'une des crises qui ont marqué la période de la guerre froide. Donc, c'était là un peu l'affrontement des blocs, autrement dit, la guerre froide. Donc, après, bien sûr, ces crises, il y a aussi la course aux armements. La course aux armements, c'est l'une des manifestations, bien sûr, de la guerre froide. Donc, comme vous le savez très bien, en 1945 déjà, les États-Unis avaient l'arme nucléaire. Les États-Unis disposaient de l'arme nucléaire, la bombe atomique. Les Soviétiques voulaient alors se procurer de cette arme. Donc, voilà pourquoi, Américains qui avaient déjà l'arme nucléaire en 1945 vont être, bien sûr, rejoints en 1949 par les Soviétiques. Les Soviétiques vont se procurer de la bombe atomique en 1949. Donc, il y avait une course aux armements. Donc, c'est-à-dire que la guerre froide, là, ce n'est pas seulement, bien sûr, des combats sur le terrain, mais des rivalités aussi sur le plan militaire. Donc, chaque acte posé du côté, n'est-ce pas, donc, des Américains est considéré comme un défi du côté des Soviétiques. Donc, l'URSS parvient à se procurer, dans le cadre de cette course aux armements, en 1949, de la bombe atomique. Donc, toujours dans ce contexte de la course aux armements, les Américains vont se procurer d'une arme encore plus destructrice, bien sûr, que la bombe atomique. Il s'agit de la bombe hydrogène, la bombe H. Les États-Unis vont se procurer de ça en 1952. Et à partir de 1953, l'URSS va se procurer de cette arme. Donc, c'était là
un peu, bien sûr, l'affrontement des blocs, la guerre froide. Donc, vous allez, n'est-ce pas, donc, bien sûr, à la maison, hein, vous exercez un peu, bien sûr, sur cette évaluation. Donc, vous allez expliquer pourquoi Américains et Soviétiques sont devenus des adversaires après la Deuxième Guerre mondiale. Question 1. Question 2. Explique les relations entre les deux blocs de 1948 à 1953. Voilà donc sur ce. Voilà, je vous remercie. Hein, bon courage, chers élèves.